Très bien. Bon, on va commencer. On a laissé 5 minutes supplémentaires pour que les quelques retardataires inscrits se connectent. De toute manière, l'ensemble de ce webinaire vous sera rediffusé et vous pourrez le réécouter à loisir. Donc, si vous n'avez pas tout compris, vous pourrez toujours réécouter le webinaire. Et puis, vous aurez accès également au diaporama qui sera présenté. Donc, moi, je me présente très brièvement. Alain Gerberon, je suis vice-président auxiliaire, délégué aux travaux d'investissement sur les réseaux secs. Pascal. Donc, moi, je suis Pascal Lebrun, je suis aussi vice-président auxiliaire, maire de la commune d'Alix et en charge de la démarche performantielle. Donc, c'est le remplacement de l'éclairage actuel par de la LED sur la voirie publique. Voilà, alors après, on va laisser Fabrice Poulard, qui est notre spécialiste du CILER, qui a préparé ce webinaire et qui va vous parler effectivement des économies qu'on peut faire et des performances qui peuvent être accrues en modifiant, parce que bon, je pense que dans les personnes connectées, beaucoup, vous avez déjà de l'éclairage sur le stade et que vous avez constaté, comme moi-même, puisque j'avais un stade, je suis maire délégué de Saint-Loup, un stade où on s'aperçoit que finalement, les anciens éclairages consommaient beaucoup et en les remplaçant, on fait à la fois des économies substantielles et puis surtout, on donne une performance d'éclairement nettement supérieure à ce qui était monté il y a 20-25 ans. Voilà, donc on va laisser la parole à Fabrice Poulard. Ce qui permet, je termine juste, ce qui permet donc de se mettre en conformité pour les événements sportifs. Et souvent, les communes voilà, elles se lancent dans la démarche performantielle, elles changent tout leur éclairage au niveau de la voirie. Elles se disent, il y a peut-être ce stade ou cet équipement sportif à modifier. Donc voilà, l'objet aussi de ce webinaire que Fabrice va tout de suite démarrer. Merci, messieurs. Donc, moi, j'ai deux fonctions au niveau du syndicat d'énergie. Je suis responsable du pôle travaux neufs, donc des travaux sur les stades, différents stades, hein, différents sports, et également chargé d'affaires sur deux communautés de communes qui sont Beaujolais-Pierre-Doré et Mont-du-Lyonnais. Tout d'abord, une petite rectification par rapport en fait à l'invitation que vous avez eue. Le webinaire traite de l'éclairage sportif extérieur. Pour l'instant, c'est une compétence au niveau du CIDER que nous assurons pour vous, collectivité, mais pas l'éclairage intérieur qui ne dépend pas de la même norme. Donc, je vous propose de commencer ce webinaire. Déjà avec pour vous montrer en fait que il y a une dynamique sur le syndicat avec beaucoup de rénovation de stades ou de complexes sportifs, puisque là je parle de nombre d'opérations, mais il y a des opérations où je me trouve avec plusieurs stades qui sont faits en même temps. Donc sur l'année 2021-2022, nous étions à 9 et 8 opérations. Et l'année 2023 a déjà connu un boom, on est passé à 19 opérations. Et cette année, nous en sommes à 34 d'inscrites. Et je sais déjà qu'il y a aussi des demandes pour 2025 qui arrivent. Alors effectivement, c'est souvent en lien soit par la démarche performantielle à la suite, soit également pour des demandes d'homologation, où l'homologation aussi est forte, c'est une demande forte auprès de la part des clubs. Je pense surtout au football en particulier. Et voilà, pour vous donner un petit peu, je dirais, et également, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une enveloppe pour 2024 qui représente plus de 800 000 euros de travaux pour le syndicat. Donc, la première étape qui se fait généralement avec le chargé d'affaires de votre secteur, c'est la définition des besoins avec les communes. C'est extrêmement important puisque maintenant, les matériels qui sont installés, les projecteurs LED, offrent également plus, je dirais, de possibilités. C'est-à-dire qu'on peut, donc, toujours en lien entre la commune et bien sûr les clubs sportifs qui vont utiliser l'équipement, on peut améliorer cette pratique. On peut faire des matchs officiels en soirée s'il y a une homologation. Bien sûr, il y a des notions de vétusté d'éclairage en place qu'on vient rénover. Et également, souvent, c'est une demande qu'on voit de la part des communes où il y a de plus en plus de maintenance.
sur des anciens systèmes, et c'est le moment je dirais, de faire le pas et de passer à la LED. Et bien sûr, je crois que tout le monde est intéressé, comme l'a dit M. Gerberon, c'est la diminution des consommations, qui est un plus, je dirais, par rapport à tout ce que la LED peut nous apporter. On peut aussi éclairer sur demi-terrain, on peut éclairer mât par mât, on peut baisser l'intensité, c'est-à-dire qu'on peut, pour les matchs d'entraînement, être sur une pratique où on utilise moins d'énergie, mais qui est suffisante pour s'entraîner, et passer sur un éclairage optimal lors des compétitions. Voilà, et souvent la question qu'on pose, puisqu'elle est primordiale, nous, en amont des travaux, savoir s'il y a un désir d'homologation de la part de la commune et du club. Mais même si le club le demande, nous, c'est toujours bien sûr avec l'aval de la commune. Après, dans cette définition de besoin, je voulais vous parler aussi d'une problématique qu'on a déjà pu rencontrer aujourd'hui. C'est-à-dire que des fois, il y a des rénovations globales au niveau des communes d'un stade, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'éclairage, mais c'est également le revêtement. On peut passer sur du synthétique, on peut aussi, un terrain qui n'avait pas d'éclairage, le mettre en place. Ce qui est important, c'est l'accessibilité des mâts aussi, pour pouvoir réaliser dans un second temps des actions de maintenance. On se rend compte que des fois, nous, on arrive, le terrain est déjà rénové, on a des fois des mâts qui sont très proches des lignes de but. Et notre inquiétude, toujours, c'est est-ce que les mâts en place, ils ont une bonne santé? Est-ce qu'on va pouvoir installer la nouvelle configuration? Sinon, si on doit replacer des mâts et refaire des massifs, tout de suite, on est dans une autre problématique. Ou autrement, il nous est arrivé aussi d'avoir des mâts qui n'étaient pas accessibles et devoir, je dirais, prendre des matériels spécifiques pour pouvoir installer le matériel, mais qui serait aussi nécessaire pour la maintenance future, c'est-à-dire, par exemple, l'allocation d'une nacelle araignée. Je vous donne un exemple de 50 mètres et c'est 1 300 € la journée. Voilà, pour vous donner un petit chiffre. C'est des choses qui, je pense, qui est très intéressant pour nous d'avoir. C'est-à-dire que si vous avez une rénovation, pensez bien à l'éclairage, on ne doit pas arriver après. Seulement, on pourra vous donner aussi des conseils sur l'exploitation, sur ce qu'on va pouvoir réaliser. Pour faire suite à cette réunion où on a échangé sur les besoins, nous, en fait, la première chose qu'on va faire, c'est un relevé de terrain pour pouvoir réaliser des études photométriques. Je vous expliquerai un petit peu à quoi sert une étude photométrique. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est le relevé des dimensions du terrain. C'est-à-dire la position du mât par rapport aux lignes de jeu. Là, je vous ai donné l'exemple d'un terrain de foot où on a besoin de savoir la hauteur de feu, le recul des mâts, les dimensions exactes du terrain. Et quand je dis les dimensions exactes, c'est vraiment des diamètres. C'est pas des relevés approximatifs, puisque ça viendrait fausser l'étude photométrique qui va nous permettre de savoir si la configuration qu'on prévoit sur le stade, elle va permettre, par exemple, de répondre à l'homologation que la commune souhaite, ou que le club souhaite, et voir si la configuration peut passer. Donc, dans la slide suivante, je vous propose de revenir un petit peu sur ce que c'est une étude photométrique. C'est quelque chose qui est un petit peu technique, je dirais, mais c'est pour vous faire comprendre quels sont les paramètres sur lesquels nous, on va porter notre attention. Alors, il faut savoir que je dirais, là, je vous montre les paramètres principaux, mais selon le niveau d'homologation, selon le niveau de sport, il y a des paramètres qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. Il faut l'avoir en tête. Mais ça, je ne pouvais pas vous le mettre. Ça viendra un petit peu sur le focus que je fais à la fin du document. Tout d'abord, ce qu'on regarde, c'est l'éclairement horizontal moyen, ce qu'on appelle le E moyen. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend un relevé d'un nombre de points sur le terrain, on le divise par le nombre de points et ça nous donne une donnée en luxe qui nous permet de savoir quel est notre niveau moyen d'éclairement. Par exemple, pour les personnes si ça leur parle, on parle souvent sur les terrains de tennis de 300 lux, en extérieur. Et par exemple, pour le terrain de foot en niveau 6, qui est la majorité de nos stades au niveau du CIDER, on est sur 150 lux. Après, on a un deuxième paramètre qui est l'uniformité générale, c'est-à-dire on regarde la mesure la plus petite par rapport à la moyenne.
en fait, c'est d'essayer d'avoir une certaine homogénéité dans la pratique sportive, éviter des zones d'ombre, si vous voulez, à certains endroits du terrain. Après, on a l'uniformité qui est donc sur la valeur la plus petite sur la valeur la plus importante. Et elle, c'est un indice de confort visuel, excusez-moi, complémentaire à l'uniformité générale. Un paramètre aussi extrêmement important, c'est le taux d'éblouissement. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui aussi peut nous poser des problématiques selon la hauteur des mâts et selon l'inclinaison des projecteurs. J'ai des stades, j'ai un stade en tête à l'Arajas où j'ai des mâts qui sont très, très bas, qui sont à 12 mètres, où j'ai un taux d'éblouissement très important. Ou alors, je vais avoir des mâts qui sont beaucoup plus hauts, où j'aurai moins de risque d'éblouissement. Alors, en fait, ce taux d'éblouissement permet de s'assurer que la pratique du sport concerné soit facilitée et ne vienne pas gêner le sportif, en fait. C'est bien au niveau des yeux. Et le dernier paramètre, c'est l'indice de rendu des couleurs. L'indice de rendu des couleurs, c'est que, voilà, elle est importante pour la pratique du sport. C'est la perception, en fait, de la couleur des lignes de jeu. Voilà, la couleur des maillots. Dans certains cas, pour de la retransmission TV, nous, il y a un stade que je pense qui est un peu concerné sur le syndicat, c'est celui du Haut-Lyonnais, où ils jouent au niveau national. Et donc, ça améliore la perception visuelle et la pratique. Voilà. Donc, une fois qu'on a nous analysé cette étude photométrique, il y a des décisions qui vont se mettre en place. Après, moi, je voulais revenir sur un cas concret. Je ne sais pas s'il y a des élus de Saint-Laurent-de-Chamousset, ils se reconnaîtront. En fait, le tennis sur la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, la commune nous a appelés, nous a dit, bon, voilà, j'ai un terrain, je le rénove entièrement. J'ai actuellement 6 mâts. Voilà. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire en termes d'éclairage. Alors, tout simplement, l'existant, j'avais des projecteurs sur les mâts extérieurs. J'avais 3 projecteurs par mât extérieur, 6 projecteurs sur les 2 mâts intérieurs, donc qui éclairaient de chaque côté du cours. Et donc, il y a 2 cours. Et j'avais une puissance en place de 9600 watts. La configuration installée, en fait, c'est l'étude photométrique qui nous a permis de la réaliser et de la calculer. Et c'est un échange qu'on a eu avec la commune. On pouvait soit maintenir les 6 mâts et partir sur un éclairage sur 6 mâts. Donc, la commune souhaitait homologuer le terrain, donc c'est 300 lux moyens qui sont requis. Et là, qu'on éclaire sur 6 mâts, sur 4 mâts ou sur 2 mâts, j'étais en capacité de répondre à la demande de la commune. J'avais une puissance qui était un peu plus importante avec de plus petits projecteurs, donc c'était 16 projecteurs en 6 mâts, j'avais 4800 watts. Après, sur 4 mâts ou 6 mâts, j'étais sur 4024 watts, avec simplement 4 projecteurs. Soit sur 4 mâts, un projecteur par mât, soit sur les 2 projecteurs intérieurs, 2 projecteurs par mât. Par contre, ce qui a changé, c'est surtout ce qu'il faut savoir, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip, c'est surtout ce qui changeait entre les 3 propositions, c'est, je dirais, le taux d'éblouissement. Sur 2 mâts, on a un taux d'éblouissement plus important que sur les 6 mâts. Donc, on a échangé avec la commune qui souhaitait partir sur simplement 2 mâts pour une raison esthétique et aussi par rapport au projet qui était de rénovation globale du terrain de tennis. Donc, et ce qui permettait également de faire la plus grosse économie en place en termes de puissance installée. Donc, nous sommes partis sur une configuration de 4 projecteurs LED sur les 2 mâts intérieurs. Donc là, le coût de l'opération était de 25 300 € pour nos 2 collectivités. Sachant que ce coût de l'opération, là j'avais un petit peu de génie civil, j'ai retiré un œuf des réseaux électriques. Voilà, on ne peut pas vous donner un coût systématique, un coût classique pour un complexe, puisque à chaque fois, ça dépend bien aussi de la définition du besoin, mais aussi de ce qu'on va trouver en termes de je dirais, de maintenance de mât, ou si on doit changer, et ainsi de suite. Je t'interromps 2 secondes, Fabrice. 25 300 €, c'est avant abattement du salaire.
avant un battement de 50% du SIDER. Exactement. Et aussi, pareil, 4000 watts, c'est lorsqu'on fonctionne à 100%. À 100%. Alors qu'on peut fonctionner avec un éclairage intermédiaire. Voilà, ça n'a pas été le choix à ce niveau-là, mais on aurait pu effectivement descendre en puissance, peut-être à 200 lux en termes d'entraînement. Voilà. Mais en tout cas, ce n'était pas une volonté qui était remontée, un besoin évoqué par la commune. Donc, suite à tout ça, votre chargé d'affaires sur votre secteur va vous réaliser une estimation financière des travaux. Donc, en fait, le chargé d'affaires du SIDER, à chaque fois, prend 3 configurations. Il faut savoir que nous, au niveau du SIDER, sur l'éclairage sportif, on fait toujours une mise en concurrence de 3 fournisseurs différents. Ça nous permet d'avoir 3 configurations qui peuvent être de matériel plus ou moins, avec l'étude photométrique, qui va avoir des rendus plus ou moins intéressants, mais également qui va nous servir, vous allez voir dans un deuxième temps, au moment des études. Également, ça nous permet aussi de mettre en concurrence et effectivement aussi de faire des économies. Voilà. Dans un deuxième temps, une fois que l'estimation financière est validée par la commune ou pas, eh ben, les phases d'exécution, les phases d'études d'exécution sont lancées. Là, je vais y revenir dans un deuxième temps. Pour au final, une fois que la commune aura le vrai coût, ce soit sur le matériel installé, mais sur aussi la quantité et la qualité des travaux, elle donnera son go ou son non-go. Et à ce moment-là, les travaux démarrent. Je dirais que c'est le processus classique d'une opération aux travaux neufs. J'ai voulu vous mettre cette petite diapo. On ne va pas s'arrêter trop longtemps, mais pour moi, elle était quand même significative. C'est que la chute de mât, ça peut arriver. Et c'est arrivé en 2023 près de Grenoble, dans une commune qui s'appelle Poisat, où en fait un mât du stade de foot est tombé au milieu en fait, de la cour de l'école à midi. La chance qu'ils ont eue, c'était pendant les vacances scolaires. Voilà. Donc ça a été un véritable électrochoc pour le maire en place qui avait fait déposer les 4 mâts directement. Donc c'est pour vous faire comprendre pourquoi aussi nous on fait tous ces contrôles dans un deuxième temps que je vais vous présenter, parce que ça peut arriver et souvent, un mât, on ne sait pas ce qui se passe dessous, parce que souvent, soit il y a de la terre, soit il y a une couronne en béton qui est autour, ce qu'on appelle une tête de diamant, et que des fois, on ne sait pas ce qui se passe dessous. Alors, la première chose qu'on va réaliser, une fois que vous avez donné votre go, et avant de lancer les études d'entreprise, c'est faire des contrôles. Aujourd'hui, il y a 2 types de contrôles, je voulais vous les présenter. Il n'y a que 2 entreprises en France qui le font actuellement. Il y a un contrôle mécanique par une force progressive sur les fûts, c'est-à-dire que là, vous avez la représentation de l'engin qui vient en fait appliquer une pression sur les mâts dans les 4 directions. Donc, il y a 4 mesures qui sont faites, qui va contrôler si l'ouvrage est en bonne santé. Et également, mais je reviendrai dans un deuxième temps, sur la partie qui peut favoriser aussi, éviter les études, l'assistance de charge. Je dirais la difficulté pour ce type de contrôle, c'est surtout l'accessibilité. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, l'unité de contrôle, elle fait sans la fourche 6,50 m et elle fait 17 tonnes. Donc, non, là, c'est 13 tonnes. Mais le nouveau modèle, même qui était venu, moi, sur Mornan, il faisait 16 tonnes. Un peu plus de 16 tonnes. Pour ça, il disait 17. Donc, voilà. Et ça, automatiquement, quand on a un terrain synthétique avec des mâts qui sont accessibles que depuis le terrain ou des endroits où on a des pentes excessives, il ne peut pas intervenir, malgré le déport. Voilà. Après, ce contrôle a un coût aussi. Il y a 3 085 € hors taxe pour 1 à 6 structures. C'est-à-dire, quand il vient, vous avez un coût fixe d'un peu plus de 3 000 € hors taxe. Et vous avez aussi un repli variable, donc un amené en fait de cette unité de contrôle. Il faut savoir que c'est un porteur, un 38 tonnes qui l'amène. Et derrière, en fait, il faut ajouter entre 1 330 à plus de 3 000 €. En fait, qu'est-ce qui fait la différence de coût? Soit ils arrivent à vous intégrer dans une de leurs campagnes, et là, on baisse le coût. Soit c'est quelque chose qu'on veut faire très vite et on veut être prioritaire. Et là, par contre, on payera cette partie-là plus de 3 000 €. Voilà.
le deuxième type de contrôle, c'est un contrôle mécanique dit dynamique par génératrice de rotation. En fait, on vient appliquer, vous voyez sur le petit schéma, la génératrice de rotation sur le mât. Elle se met en mouvement et elle fait osciller sur 360 degrés votre mât. Et là, vous avez une unité de mesure, vous voyez, qui est beaucoup plus petite. Hein, c'est une caméra avec des capteurs, mais j'ai un capteur haut et un capteur bas. Ce type de contrôle va un peu plus loin. Il ne regarde pas que la stabilité, il regarde également qu'est-ce qui se passe en haut, au niveau des projecteurs et au niveau de la traverse. Là, si on n'a pas des problèmes de fixation aussi. Donc, c'est un contrôle un peu plus je dirais, pointu. Son gros avantage, eh ben, c'est que vous le voyez sur la deuxième photo à côté, il a un chariot qui est tout petit et on peut vraiment faire tous les types de contrôles, pourvu que le mât soit accessible. Voilà. En termes de coût, il faut savoir que quoi qu'il arrive, vous avez un forfait de base, un petit peu comme précédemment, de 1 100 € hors taxe par stade, avec la contrôle d'un mât. Et après, vient se rajouter les coûts des mâts supplémentaires, qui passent de 80 €, je vous donne un exemple, pour un mât entre 5 et 11 mètres, jusqu'à 160 €, 150 € entre 16 et 22 mètres. Voilà. Alors là, moi, j'ai voulu vous apporter un petit peu des statistiques sur les contrôles mécaniques dits dynamiques, puisque c'est la majorité des contrôles qui ont été faits au niveau du CIDER, pour souvent des raisons, je dirais même essentiellement des raisons d'accessibilité. Vous voyez, donc, sur tous les mâts qui ont été contrôlés, donc, il y en a eu 241 sur les 5 dernières années. J'en ai 168 qui ont un niveau satisfaisant, c'est-à-dire qu'il n'a pas été trouvé de problème mécanique de stabilité, que ce soit, je dirais, au niveau de la base ou au niveau de la tête. Donc 168 mâts, donc ça représente environ presque 70% de nos mâts hein, qui ont une bonne santé. Et puis après, vous voyez, il y a une déclinaison en fait des différents problèmes de structure qu'on a, avec une certaine graduation qui est de A1 jusqu'à A3 pour nous. Mais ça pourra aller plus loin. Je vous ai mis la petite représentation à côté. C'est-à-dire que lorsqu'on est en niveau B ou en niveau C sur les contrôles, c'est des mâts qui doivent être, quoi qu'il arrive, tombés. C'est-à-dire B, ça veut dire qu'il y a des problèmes de déformation plastique, mais dans le temps, ça va vite se dégrader. Ou en C, là, c'est une déformation plastique et là, c'est des pauses immédiates. Après, vous avez un code pour dire le niveau de gravité qui est de 1 à 4. Et je dirais que même voilà, un niveau A2, c'est juste des désordres. Il y a une petite instabilité, c'est-à-dire, je vais y revenir après, le pourquoi du comment. C'est souvent des problèmes je dirais, de corrosion qui sont venus corroder des rondelles ou des choses comme ça, qui ont laissé un espace entre la platine et, je dirais, et les écrous, ce qui fait qu'à force qu'on a des coups de vent, ça vient amplifier le problème. Voilà, et donc là, quand on est sur du A1, tout va bien. Quand on est sur du A2, il faut intervenir dans les 3 à 6 mois. Et quand on est sur A3, il faut intervenir très vite. Voilà. Je vous ai mis une petite vidéo pour vous montrer un mât où il y avait une problématique illustrée. Voilà. Pour vous montrer, d'ailleurs, c'est un mât qu'on a découvert à Saint-Laurent. Vous voyez comme il peut prendre de la latitude à force, en fait. Et là, je vais revenir un petit peu après dessus. C'est vraiment un problème de corrosion qui avait mangé toutes les rondelles. Il n'y avait pas de présence de contre-écrou. Et du coup, au fur et à mesure que vous avez des phénomènes de vent, votre mât, il se met à osciller de plus en plus jusqu'à un moment, il tombe, quoi. Alors, voilà. Donc là, je vous ai montré des illustrations, en fait, sur le contrôle des infrastructures et qui nous ont. Le contrôle nous dit qu'il y a des problématiques et voilà ce qu'on peut découvrir lors de nos maintenances. Sur la photo la plus à droite, on a découvert déjà une tête de diamant qui était fissurée. Et après, sur la photo du milieu, je passe, vous voyez, le majeur entre la platine et l'écrou. Donc, vous imaginez bien le jeu que je peux avoir. Et sur la photo de gauche, c'est justement la rondelle qui était complètement corrodée, ce qui a fait qu'elle était partie, et ce qui fait qu'on a aussi cette problématique. Donc, je dirais,
cette phase de contrôle est importante et ce qui nous permet d'avoir une première vision de ce qui va se passer en termes de maintenance. Mais vraiment, ce qu'on va découvrir, c'est des fois en ouvrant. Sur le moment où on va décaisser, ça dépend de l'accessibilité de votre mât. Donc, c'est là où il y a des coûts qui peuvent être engendrés de façon importante. Bon, pour l'instant, sur les plus de 200 structures qu'on a eues, j'ai pas eu besoin de changer de mât. Voilà. Heureusement, c'est plutôt rare. La maintenance, je vous ai montré un petit peu ce qui se fait généralement, c'est-à-dire qu'on vient décaisser si la platine n'est pas accessible. On supprime une tête de diamant, c'est donc cette couronne en béton qui est sur mes écrous contre écrous, parce que souvent, on ne voit pas ce qui se passe, et justement, on ne voit pas l'état de notre boulonnerie. Souvent, d'ailleurs, on trouve... moi, je crois que je l'ai toujours vu, des écrous qui étaient complètement corrodés. Donc, on en profite, nous, dans cette maintenance, de changer les écrous, les rondelles, de mettre des contre-écrous quand on peut le faire, bien sûr, pour éviter justement ce phénomène qui vient s'amplifier. On en profite pour traiter la corrosion avec une application d'une peinture bitumineuse sur la base du fût, parce que quand on va revenir, ça permettra à l'eau de bien s'évacuer. Et puis, on met en place de la graisse et des captiges sur les écrous pour éviter que l'eau vienne corroder notre boulonnerie. Voilà. Alors, petite précision en termes de maintenance. Ce n'est pas parce qu'on a un mât qui est niveau A1, c'est-à-dire qui n'a aucune problématique, je dirais, au niveau du contrôle, que je n'interviens pas en maintenance. Parce que Relux, qui est donc l'entreprise qui nous fait ce type de contrôle, nous signale s'il y a de la corrosion. Et moi, systématiquement, j'en profite quand on vient mettre de l'éclairage à neuf, j'en profite pour faire une maintenance sur ces mâts et de traiter cette corrosion. Donc, on regarde, il y a de la corrosion, on la traite, on repart, on met un éclairage neuf, on repart tranquille au moins pour 20 ans, et voilà. Alors, cette coût de la maintenance, il faut savoir qu'elle varie vraiment selon le type de maintenance qu'on aura à faire. Il peut arriver des fois que c'est même dessous que j'ai le problème et qu'on soit obligé de déposer le mât, reposer le mât. Maintenant, une fois que je dirais que ces contrôles sont faits, qu'on sait si nos mâts sont en bonne santé, si on a pu, je dirais, entre guillemets, faire des maintenances dessus. Des fois, dans certaines problématiques, comme le niveau A3 que je vous ai parlé tout à l'heure, on en profite pour faire un recontrôle, pour s'assurer que vraiment, cette fois-ci, on n'a plus de problématiques sur le mât. L'étape suivante, c'est de faire donc l'étude de charge. C'est-à-dire que la nouvelle configuration qu'on a prévue, nos nouveaux projecteurs, pour répondre aux besoins de la commune et du club, c'est de dire, voilà, est-ce que je vais pouvoir les mettre et est-ce que je n'aurai pas de problème dans le futur? Bien. Vous voyez, je vous ai mis une petite illustration. Est-ce que par rapport dans la zone de vent où je suis, dans la catégorie de terrain, par rapport à la charge en place qui était actuellement, c'est souvent, je dirais, la base de référence, c'est ce que vous aviez actuellement dessus. C'est-à-dire, on regarde ce qu'il y a sur les mâts actuels, on en déduit le poids, on en déduit la prise au vent, et ça, c'est la variable sur laquelle on ne doit pas dépasser. C'est pour ça qu'il y a 3 configurations. Et qu'on demande toujours 3 configurations à 3 fournisseurs différents. On a d'ailleurs rentré un fournisseur il n'y a pas très longtemps sur le CIDER qui s'appelle Lumesa, qui avait une charge un petit peu moindre, mais surtout une prise au vent beaucoup moins importante de par sa conception. Ce qui nous a permis dans plusieurs cas de pouvoir conserver les mâts alors que nous ne savions pas le faire avec les autres fournisseurs habituels. C'est le cas à Saint-Martin-en-Haut, à Coise, Pommier, Ternant. Voilà, ça nous a amené une nouvelle corde à notre arc et surtout permettre de grosses économies pour la commune et pour le CIDER. C'est-à-dire que si on doit changer 4 mâts, il faut vraiment avoir en tête que quand on change 4 mâts, c'est pas juste j'enlève le mât, j'en mets un neuf, mais je supprime aussi tout ce qui est le massif, je viens recouler un massif et ainsi de suite. Donc là, on est sur des coûts qui sont totalement différents. Sur un terrain de foot, ça peut représenter 50 000 € de plus sur une opération. Voilà. Donc voilà pourquoi nous, là-dessus, pour nous, cette étude est extrêmement importante. Alors pour compléter, comme ce qui est important, c'est que globalement, les projecteurs LED sont globalement plus lourds que les projecteurs existants. Ouais. Donc
Alors, ça va de 15 à 20% de poids en plus. Donc, si effectivement vous avez des mâts dont les fixations ne sont pas en bon état, vous rajoutez du poids. Le vent, bah, il ne baisse pas beaucoup ces derniers temps. Il y a des gros coups de vent dans notre région, comme dans d'autres. Donc, vous voyez bien qu'on prend quand même un risque à ne pas rénover l'ensemble fixation du mât avant de changer les projecteurs. Et effectivement, donc vous voyez, alors ça prend du temps, mais vous comprenez mieux pourquoi on passe par toutes ces étapes-là. Voilà. Petite précision, pour des fois, pour essayer de gagner du poids aussi dans nos études, systématiquement, on déporte le driver. Si vraiment on voit qu'on va être limite, on peut déposer le driver, on gagne souvent 5 kg, ce qui permet aussi une fois de passer. Et vraiment aussi, dans certains cas, maintenant, on regarde aussi ça peut arriver sur certains stades, certains collègues, ils ont démonté une nacelle. Voilà, mais ça dépend vraiment de la configuration qui est la nacelle, la plateforme. Excusez-moi. La plateforme, là, on gagne du poids suffisamment. Voilà. Donc, chaque stade est un peu unique. Donc, ça, on l'analyse que ce soit le chargé de travaux, chargé d'affaires, avec la commune. Souvent, quand vous avez des mâts anciens, il y a effectivement une plateforme qui devait servir à la maintenance, avec des barreaux pour monter, pour aller travailler au niveau des projecteurs. Et en fait, aujourd'hui, les conditions de travail des entreprises qui interviennent sur ce type de matériel n'utilisent plus ces plateformes pour des raisons de sécurité. Donc, ils utilisent plutôt des nacelles. Donc, ce qui fait qu'on peut supprimer effectivement ces plateformes. C'est une solution. Alors, une fois qu'on a réalisé toutes ces phases, les études d'exécution sont réalisées. Comment on va changer vos projecteurs, ainsi de suite. Est-ce qu'il y aura besoin d'une nacelle spécifique? Voilà. Est-ce qu'on a besoin de revoir, je dirais, aussi selon les nouveaux besoins, d'installer des boîtiers qui vous permettent de faire un éclairage demi-terrain, du 50%, des clés prisonnières. Voilà. Nous, on va calculer l'enveloppe des travaux et on va vous demander le go, no go pour faire ces travaux. Donc, comme d'habitude, il y a une participation actuellement de 50% du syndicat. Et également, je voulais faire un petit focus là-dessus parce que c'est une nouveauté que depuis cet été. Beaucoup de communes précédemment, sur les terrains de foot, je pense surtout, faisaient une demande de subvention auprès de la Fédération française de foot. Et on a une nouveauté sur 2024 depuis juillet, c'est que la FFF n'autorise plus aux communes de demander cette subvention, mais il faut que ce soit le SIDER qui la réalise. Donc, c'est un formulaire, c'est donc ce qu'ils appellent le FAPA, le Fonds d'aide au football amateur. Il y a un formulaire qui est complété avec vous et donc par le SIDER et qui doit être aussi signé par le club. Mais tout ça, bien sûr, il sera avec la commune parce que c'est pas parce que le club demande une homologation. Pour nous, il est essentiel que la commune soit d'accord avec cette vision-là. Donc, vous serez toujours, en fait... C'est votre matériel. Voilà. Vous serez toujours au cœur de ces demandes-là aussi. Alors, il faut savoir que quand on fait cette demande, ça tient compte aussi de la rénovation du revêtement du stade. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas cumuler cette aide avec, par exemple, un changement de pelouse synthétique ou un passage d'herbe en synthétique qui serait lui-même aidé par la FFF. On peut demander à un endroit, mais on ne peut pas demander pour deux causes différentes. Également, moi j'ai eu M. Pinty du district il n'y a pas longtemps où il m'a quand même précisé que cette enveloppe se réduisait au fur et à mesure. Donc voilà, pour vous le dire, il m'a dit c'est directement lié au droit TV. Voilà. Après, donc une fois que vous avez donné votre go et no go, nous ce qui se passe c'est qu'on a quand même la commande du matériel et surtout le délai de livraison qui est sur l'éclairage sportif actuellement entre 8 et 10 semaines. Après, le remplacement des projecteurs se réalise assez vite, sauf s'il y a du génie civil, sauf s'il y a des demandes particulières, mais autrement, quelques jours, c'est des travaux qui sont réalisés. C'est-à-dire que le plus long, c'est de préparer ces travaux, mais après, les travaux en eux-mêmes sont très rapides. Là, je vous ai mis une petite frise chronologique qui reprend un petit peu ce que j'ai dit avant et les différentes étapes. Donc, la définition des besoins, jusqu'à l'aide à la décision. Après, les contrôles et faisabilité qui peuvent prendre plus ou moins de temps.
les études et propositions et les commandes et réalisations. Je reviens, je me suis rendu compte que tout à l'heure, je suis passé un peu vite sur les études de charge. Je n'ai pas parlé celle de Rock Service, je m'en excuse. En fait, il faut savoir que Rock Service, donc c'est le contrôle dit mécanique. Celui où vous voyez l'unité de contrôle, je vais revenir dessus, est assez imposante. En fait, on ne fait pas, voilà, sur ce type de matériel-là, on ne fait pas en fait d'études de charge derrière. En fait, on donne directement les 3 configurations au prestataire qui vient simuler en fait la prise au vent et le poids en faisant donc des appuis sur les quatre axes du mât. Voilà. Excusez-moi pour cette petite précision, c'est pas le même type d'étude. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est rapide, c'est-à-dire au moment du contrôle, on sait si notre nouvelle configuration va passer. Par contre, ce type de contrôle, il est relativement cher pour des petits terrains, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et c'est surtout les difficultés d'accès. Excusez-moi, je suis revenu dessus. Alors, après, moi, je voulais parler un petit peu, faire un petit focus sur les différentes réglementations et standards d'éclairage, puisqu'ils sont différents selon les sports pratiqués. Il faut savoir en fait que il y a une norme, hein, la NFEN 1293, qui gère tout l'éclairage sportif. Cependant, en France, c'est les fédérations qui régissent ces différents règlements, donc en termes d'homologation, et ils prévalent sur la norme. Donc, il faut savoir que, par exemple, pour la fédération de foot, typiquement, avant de commencer les travaux, on doit faire une demande, même si ce n'est pas une demande de subvention, on veut faire une demande d'homologation avant de faire les travaux, on doit leur fournir l'étude photométrique qui sera homologuée dans un deuxième temps. Il faut qu'ils donnent déjà leur avis sur cette étude photométrique, qu'ils soient d'accord avec le matériel installé, ce qu'on a prévu comme travaux, et qui à ce moment-là, l'homologation ne pose aucun souci. Donc ça veut dire que nous, au moment où on a choisi le matériel avec vous, avec la commune, eh ben, nous, on va envoyer cette étude photométrique à la fédération s'il y a une demande d'homologation. Là, c'est un focus spécifique sur le foot. Voilà. Donc, les terrains de foot, eh ben, je vous ai mis une petite représentation. Voilà. Ce qui est important, on le voit bien. Bon, ça, c'est les dimensions d'un terrain standard, hein, 105 par 68. Ce n'est pas toujours le cas au niveau du CIDER, puisque 105-68, c'est les normes FIFA. Je ne crois pas qu'on ait encore des clubs en Ligue des Champions encore. Voilà. Souvent, on a des terrains qui sont un peu plus petits, ça peut être 100 par 60. Voilà. Ce qui est important, c'est la hauteur feu, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le recul des mâts. Et il faut savoir pour la Fédération française de foot, dans leur règlement, il y a quand même des hauteurs imposées, mais qui ne sont pas souvent le cas sur nos terrains. Et les demandes des dérogations sont souvent acceptées, surtout au niveau E6. Qui est le niveau, je dirais, jusqu'à régional, district et régional. Donc, ces contrôles, moi, je vous ai mis, voilà, vous le voyez sur l'illustration de droite, c'est les points qui sont, les 25 points qui sont mesurés, voilà, lors de l'homologation. Je vous ai mis, il y a des points bis, vous verrez, vous allez peut-être me demander c'est quoi ces points rouges, ces points bis. Ça, c'est à partir du niveau 5, il y a une deuxième mesure qui est prise à proximité, sur lequel on doit avoir au moins 75% d'éclairage à côté du point 1. Par exemple, le point 1 bis doit avoir au moins 75% niveau d'éclairage que le point 1. Derrière, vous avez la catégorie pour homologuer donc un terrain de football en termes d'éclairage. Vous avez de E1 à E7. Il faut savoir que nous, nos terrains sont principalement sur du E5, du E6, voire quelques terrains en E5. Et là, vous voyez les différences. Sur du E6, on est sur une mise en service, donc les luxe recherchés de 150 luxe, c'est souvent ce que vous entendez lorsqu'on vous pose la question en commune. Mais tout de suite, vous voyez, sur du E5, on est sur du 250 luxe. On est sur une configuration qui est quand même différente. Après, vous voyez typiquement, je voulais en revenir tout à l'heure, j'en ai parlé, le GR, le glare rating, l'éblouissement. Vous voyez, en E6, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire.
Nous, on en tient compte quand même lors de nos études pour voir l'impact que ça a, mais ce n'est pas quelque chose qui sera mesuré par la fédération et contrôlé. Voilà, l'IRC, voilà, vous le voyez, il n'est pas le même de E1 à E3, de E4 à E7. Voilà, là, vous avez les différents, je dirais, paramètres que je vous ai présentés tout à l'heure. Et selon le niveau sur lequel vous recherchez, et j'en ai profité pour vous mettre la périodicité aussi d'homologation qui est en bas. Vous voyez, l'avantage aussi du LED, c'est qu'on passe à une homologation tous les 4 ans, au lieu de 2 ans pour les sources classiques en E5 que 6. C'est pas négligeable. Oui. Voilà. Après, petit focus. Alors, juste quand même pour revenir sur le fait de passer de E6 à E5, même sans changement de map, ça fait un surcoût d'environ 35 à 45%. Donc, il faut bien mesurer avec le club de football ces ambitions, parce que le coût n'est pas négligeable. On a eu le cas sur la commune de Vindry-sur-Turbine, où finalement, on a choisi de mettre du E5 sur un seul des stades de synthétique, et sur l'autre, où il y avait une rénovation complète, de rester en E6, puisque les grands matchs, a priori, pourront se dérouler sur l'autre stade. Donc c'est important de bien connaître les ambitions et que ces ambitions soient mesurées, quand même, parce que bon, on sait bien que tous les footballeurs ou footballeuses souhaitent aller en ligue, mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Donc il faut rester, bien avoir en tête, en gros, 45 voire 50% d'augmentation. Et s'il faut changer les maps, forcément, c'est encore beaucoup plus cher. Je vous remercie pour cette précision, elle était vraiment effectivement importante. D'ailleurs, je rebondis dessus, c'est qu'effectivement, vous pouvez aller sur une homologation d'éclairage E4, E5, mais il faut que vos vestiaires suivent. Oui, il faut que également, je dirais, la capacité spectateur et ainsi de suite suivent aussi. Donc, de toute façon, c'est un ensemble qui est homologué. Donc, voilà, je pense que vous avez bien fait de le préciser parce que effectivement, c'est vraiment la définition du besoin qui est importante. L'éclairage des terrains de rugby, je suis revenu rapidement dessus parce qu'en fait, on voit que l'implantation des mâts est différente. C'est pareil avec un déport et un recul. Et alors, je dirais qu'au niveau d'homologation, vous voyez, on est sur une homologation un petit peu différente avec 5 catégories. À ma connaissance, moi, pour l'instant, j'ai vu que de la catégorie D, mais peut-être qu'un jour, j'aurai une catégorie au-dessus en termes de rugby sur notre territoire. Et je vous ai mis en fait en dessous à quoi correspond en fait le type de catégorie. Je pense que c'est important. On voit bien que si on vous demande une catégorie B, qu'est-ce que ça nécessite en parking, surtout en capacité de stade avec 700 places assises, par exemple, et numérotées. Vous voyez, voilà, c'était pour vous faire un petit focus dessus. Vous voyez, autrement, c'est 150 luxe généralement qui sont à maintenir en catégorie D. Et dernier focus que j'ai fait, je vois que le temps passe assez vite, c'est le focus sur le tennis. On a une petite modification sur le tennis. Avant, on était sur 13 points de contrôle et j'ai un de mes collègues, pour ne pas citer M. Berland, qui récemment a fait une homologation et donc maintenant, on est sur une homologation de 24 points. Voilà. Avec quelques petites différences. On est bien sur 300 luxe avec une uniformité à 0,7 à avoir. Et vous voyez que, je dirais, les homologations, peut-être la plus restrictive, c'est le football. Voilà. Alors, en complément, vous pouvez également changer vos projecteurs sur vos terrains de boules, si vous en avez. Mais là, bon, la réglementation, il n'y a pas de réglementation sur les terrains de boules. Donc, c'est vraiment gagner de la consommation en watts et puis donner effectivement un confort d'utilisation. Ensuite, sur les padels, puisque maintenant, donc, il y a les padels. Aujourd'hui, quand vous achetez un padel, ça a été le cas sur la commune de Vindry-sur-Turbine, les padels, pareil, sont livrés en fonction des ambitions du club, des matchs ou de pas de matchs, et ils sont tous livrés, enfin c'est important de les demander livrés avec l'éclairage LED, ce que font pratiquement tous les installateurs de padel. Donc en fait, un padel, quand on est installé, soit à la place d'un tennis sur un terrain neuf, donc vous pouvez l'acquérir avec son éclairage, tenant compte des ambitions du club de padel en termes de compétition.
Tu peux rappeler ce qu'est un padel pour ceux Alors, un qui... padel, pour ceux qui ne savent pas, Si j'en fais partie. un padel, ne pas confondre avec le padel sur l'eau. Tout à fait. Le padel, P-A-D-E-L, est un sport de raquette entre, on va dire, le badminton et le tennis, qui se joue souvent à 4 sur des terrains courts, en partie couverts, avec des parois en verre autour du terrain de jeu, avec des rebonds de balles sur les parois latérales. Alors, le padel est très aidé aujourd'hui au niveau de... Enfin, a été aidé, je ne sais pas si ça va durer, par l'ANS, puisque c'est un sport vraiment de loisir. Ça permet à des gens bien moins aguerris que le tennis de jouer un sport de raquette. Merci. Merci. Tu pourras venir au padel. Je viendrai. On reprend ensemble. Je vous propose de passer aux questions. Donc, je ne sais pas, je ne vois pas de questions écrites de mon côté. Je vous propose que vous leviez la main et puis que vous présentiez et que vous posiez votre question. C'est peut-être le plus simple. Je ne vois pas. Bon. Alors, si vous n'avez pas de questions, pour résumer, ce qui est très simple, avant de revoir l'éclairage de votre terrain, donc, il faut effectivement bien faire le point avec les clubs, hein, que ce soit du foot ou du rugby ou du tennis, bien faire le point des ambitions, mesurer ce qui est atteignable et essayer, quand on peut le faire, si on fait une rénovation d'un terrain, qu'il soit de tennis, de foot ou de rugby, il faut en profiter juste avant de faire les rénovations d'éclairage si c'est nécessaire, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, on peut avoir, même si aujourd'hui les cas sont rares, des changements de massifs qui sont quand même des travaux de génie civil importants. Surtout quand vous êtes sur un terrain en synthétique. Quand vous êtes en synthétique, après, vous ne pouvez pas rouler avec des charges dessus. Si c'est une création de terrain bien pensée, prévoir des pistes de circulation quand même pour des petits engins autour. Dès que c'est possible. Dès que c'est possible. Hein. Ce n'est pas forcément complètement obligatoire, hein, parce que certains terrains, pour les faire, vous avez été obligé, comme sur beaucoup de communes, de mettre à plat un terrain qui naturellement n'était pas complètement à plat. Donc, quelquefois, il y a des remblais, donc on peut avoir des talus. C'est toujours un peu difficile de pouvoir circuler tout autour du terrain. Ben, je vois 2 personnes qui ont levé la main. Je propose à Ludovic d'intervenir. C'était le premier. Oui, vous m'entendez là? Oui, très bien, Ludovic. Oui, non, c'est Daniel, là, Daniel. Ah, d'accord. Donc, juste une petite question. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, on n'a pas parlé la partie économique d'alimentation courant, à savoir si on a un stade qui aujourd'hui consomme, on va dire, 6 000 à 7 000 watts, que devient effectivement cette consommation en LED? En fait, c'est toujours compliqué de dire exactement combien, parce que ça dépend de l'utilisation aussi de notre éclairage. C'est pour ça que moi, je parlais de puissance installée, qu'on réduisait à peu près de moitié. Après, effectivement, on a souvent même des abonnements qui sont peut-être à revoir. Ça, c'est au niveau du CIDEA, donc c'est pris dans l'éclairage sportif. On baisse si c'est possible. Hein. C'est toujours pareil, hein, parce qu'on... Selon si on est dans un complexe, on est simplement sur un petit terrain. Voilà, je dirais que chaque cas est différent, mais bien sûr, on reviendra prendre et baisser si c'est pertinent, pour éviter de payer un abonnement inutilement. Baisser le coût de l'abonnement. Pour compléter, effectivement, donc là, on baisse en gros de moitié la puissance. Après, ça va dépendre du temps que vous laissez allumer. Voilà. Hein, donc, combien de temps vous laissez allumer. Mais le fait de baisser cette puissance peut, sur certains complexes sportifs, sortir de l'abonnement supérieur à 36 kVA hein, et passer sur un tarif bleu moins cher. Enfin, même si vous êtes à l'élec groupé, de toute manière, si vous avez moins de 36 kVA, vous payez globalement l'électricité moins chère.
Donc ça, c'est important. C'était Mais ma ceci deuxième étant, question, donc ça, oui, c'était ma deuxième question, ça répond. voilà. Et deuxième, Ceci étant, ça tient compte vraiment de l'alimentation globale de votre complexe sportif, si c'est un complexe sportif. et puis après, tout dépend aussi de votre souhait. C'est-à-dire que quand il y a la définition des besoins, vous pouvez aussi très bien définir, en effet, comme le dit Alain, c'est la même chose pour l'éclairage public. Le calcul est fait voilà, pour être aux normes, pour des manifestations, mais vous pouvez aussi, pour les entraînements, décider encore de graduer cet éclairage, ce qui vous permet de diminuer encore votre consommation et de sectoriser aussi. Vous n'êtes peut-être pas obligé pour un entraînement d'avoir la totalité du terrain éclairé. Quand c'est sur des plus petites Quand on est sur des J'ai bien noté, c'est intéressant, c'est très intéressant la possibilité effectivement d'avoir des secteurs, puisque c'est ce qui se passe dans l'ensemble des communes. Il y a le terrain de football et souvent à côté, il y a énormément le tennis, on peut avoir des salles à côté. Donc on peut sectoriser effectivement les besoins et l'éclairage avec la LED qu'on ne pourrait pas faire effectivement avec le système qu'on a aujourd'hui. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'avec les LED, quand vous allumez sur un terrain de foot, il n'y a pas de temps de chauffe important comme il y avait avant. Alors après, il faut quand même que tous ceux qui gèrent les équipes de foot arrêtent la pratique d'allumer à 6 h du soir pour commencer à être sur le terrain à 6 h 30. Il n'y a pas besoin de chauffe, hein, comme il y avait avec les lampes à iodure. Donc en fait, on peut, avec une bonne gestion, on peut quand même gagner quelques kilowatts consommés. Oui, et il n'y a pas besoin d'éclairer la totalité. Dès que l'entraînement est terminé, on peut aussi descendre sur un niveau d'éclairage très très bas. Et il n'y a pas besoin d'attendre que tout le monde se sorte du vestiaire pour abaisser la puissance. Voilà. Non, mais c'est très bien. Merci. Merci, vous avez répondu à mes questions. Il y a d'autres questions? Oui, je crois qu'il y a Monsieur Darou, si je ne dis pas de bêtises. Oui, bonjour, François Darou d'Echela. J'ai pris le webinaire avec un quart d'heure de retard. Je ne sais pas si vous avez parlé de l'éclairage sportif pour des gymnases, l'éclairage intérieur. Ben, on a dit justement qu'on s'en occupait pas. C'était dans le premier quart d'heure. En fait, les bâtiments. Non, parce que dans l'invitation, j'avais vu que c'était éclairage intérieur et extérieur. Donc, non, mais il y a eu une petite erreur. En fait, excusez dès le départ. En fait, tout ce qui est éclairage intérieur, que ce soit du basket ou ainsi de suite, ben, c'est à la commune de faire son étude avec, entre guillemets, un électricien un peu pointu et changer. Là aussi, il y a des sources d'économie. Hein, il y a aussi des homologations à faire, notamment pour les baskets, et passer en LED. Hein. Le matériel existe aujourd'hui. On a le gymnase, on a un projet d'un nouveau gymnase à court et moyen terme pour du handball, que nos équipes de hand peuvent jouer entre pré-national et national 3. Donc je voulais savoir s'il y avait des aides du CIDR, mais bon, j'ai bien compris qu'il n'y avait rien du tout pour ce qui était en intérieur. Il y a une raison pour laquelle le CIDR n'intervient pas pour des équipements sportifs, pour l'éclairage intérieur? C'est historique. C'est historique. Le CIDR n'intervient pas en général sur les bâtiments. On fournit l'électricité aux bâtiments au travers des contrats groupés, des groupements d'achat. Par contre, c'est vrai que l'éclairage intérieur, pour l'instant, le CIDR n'a pas fait ce choix historique. Par contre, n'oubliez pas, pensez à vos certificats d'économie d'énergie, même pour l'intérieur. Oui. D'accord, ok. Très bien. De les revendiquer, de les demander. Oui, parce que le certificat d'économie d'énergie, globalement, on peut l'assimiler à une subvention, hein, parce que bon, si vous prouvez que vous faites une économie importante sur la consommation électrique pour votre éclairage intérieur, vous avez droit à des C2E. D'accord, même pour des projets neufs. Et même revendre directement. Hein, donc, ça, c'est à la main, la gestion est à la main des communes. D'accord. Et quand vous dites que vous n'en chargez pas pour l'instant, il y a à court terme, moyen terme, ça risque de changer pour le CIDR, au moins pour les équipements sportifs? Le CIDR est un syndicat des communes, c'est-à-dire que si la majorité des communes souhaitaient qu'on s'en occupe, il faudrait qu'on acquiert un coût. On regarde si on a le droit de le faire, puisqu'après on rentre sur un bâtiment public mais de propriété de la commune.
faut regarder un petit peu ce qu'il en est en termes d'autorisation. Mais voilà, c'est aussi, voilà, nous, le syndicat n'est n'est qu'un moyen de, enfin, ça appartient aux communes. Donc, si beaucoup de communes le demandaient, il faudrait qu'on l'étudie. Enfin, je pense que la question, elle est globale pour tous vos bâtiments de la commune. Bon, moi, je suis sur une commune où on a décidé aussi, en intérieur, de virer tout ce qui était lampes à incandescence et puis de remettre des LED un peu partout, y compris dans les églises, même si la consommation est payée par le clergé, normalement, c'est pas toujours le cas. Mais bon, après, c'est une démarche citoyenne de dire nos bâtiments communaux, on les passe en LED ou on les passe pas en LED. Oui, de toute façon, nous, on a aussi une démarche quand on remplace certains éclairages intérieurs, on passe en LED. Tout à fait. Bien sûr. Yep. Ça marche. Je vous remercie pour votre réponse. Dernière question. Il y a Thierry Tolin. Il est plat. On vous entend pas. On ne l'entend pas, Thierry. Attendez, on va mettre le micro. Ouais. Non, ça marche pas. On ne vous entend pas, à moins que vous vouliez Là, poser. c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais. Oui, bonjour. Donc, Thierry Tolin, Amplepuis. Moi, je reviens sur les éclairages de stade. Donc, nous avons un stade à Amplepuis qui est refait à neuf, qui est vestiaire, pelouse synthétique, qui est classé en E5. Et on a un éclairage, et ça, on le sait depuis le début, qui n'est pas homologué parce que théoriquement, les mâts sont mal implantés. Ils font 18 mètres de haut et il nous faudrait 24 mètres pour être homologué. Ça veut dire qu'il faut qu'on refasse tout le génie civil, qu'on change les câbles et tout. Et tout ça, ça a vraiment un coût, quoi. Et ouais. Je me dis, est-ce qu'on peut s'affranchir déjà dans un premier temps de la phase étude? Bon, mais la phase étude, financièrement, c'est pas un coût important par rapport aux travaux à réaliser. On ne pourrait pas faire de phase d'étude, partir sur une rénovation sans phase d'étude, c'est quand même. Il faut contrôler les mâts, ouais, quoi qu'il arrive. À minima, contrôler les mâts. Ouais. Alors après, non, sur les mâts, comme ça a été dit tout à l'heure, sur les mâts, il y a des possibilités en termes de hauteur d'avoir des dérogations. Voilà. Hein, donc, faut se rapprocher de la fédération qui vous dira si c'est jouable ou pas. Ben justement, comme on est une équipe qui joue en Régional 2, en Ligue, on s'est rapproché de la Ligue justement, et c'est les impositions ça nous est imposé par la Ligue, quoi, si on veut l'homologuer pour jouer en nocturne. Ouais. Ben là, à ce moment-là, nous, on ne pourra rien pour vous, ça veut dire à part refaire le génie civil, remettre des nouveaux mâts et partir sur un. Voilà, mais on n'est pas sur les mêmes coups. Justement, on n'est pas sur les mêmes coups, tout à fait. Oui, tout à fait. Après, là, j'espère que je ne vais pas me fâcher avec les footeux, parce que j'en suis un aussi, donc je vais me préciser. Mais combien ça représente de matchs qui seraient à faire en nocturne? Parce que, comme vous l'avez dit, votre enceinte est homologuée au 5, vous pouvez jouer de journée. Si vous avez, voilà, est-ce que vous voulez des matchs officiels pour cette catégorie-là de nuit? Et ça veut dire que c'est peut-être un seul match par week-end. Voilà, moi je dirais, je suis fouteux, je vais dire oui, j'ai envie parce que j'aurai du monde et que voilà. Mais c'est vous, après commune, l'investissement aussi qui est mis en place pour peut-être une catégorie. C'est exactement ça. En fait, ça représente une douzaine de matchs par an, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, les clubs nous demandent de jouer le samedi soir. On peut vous faire l'étude pour changer les mâts, les et après, oui. c'est l'aide à la décision, elle est gratuite. Voilà, ben, après, c'est à vous de vous décider si vous y allez ou pas. Qu'est-ce que vous avez dit, M. Poulard? L'étude est gratuite? L'aide à la décision, c'est-à-dire que le chargé d'affaires sur le secteur, je ne sais pas si vous devez le connaître, c'est M. Lacroix. Il saura vous dire combien il vous donnera une enveloppe, combien ça coûtera à peu près. Vous voyez, une grande enveloppe, avec la participation du CIDER, et vous saurez la participation communale, et c'est vous qui déciderez si vous allez plus loin ou pas. Mais par contre, on ne sait pas encore, du coup, ça voudrait dire changer les mâts, donc il n'y a même pas de contrôle. Donc, toute cette phase contrôle et étude, elle n'existe plus. Mais quel est l'impact? Voilà. Lui, il saura vous donner une estimation grande maille. Je dis, c'est pas un devis, hein. Voilà.
autre question et autre sujet. Ça fait plusieurs fois que sur Mexep, sur notre autre stade, on a le stade de Coucy, Amplepuis, sur notre autre stade, on a des projecteurs qui déconnent et on n'arrive pas à se faire dépanner par Sobeca. Vous savez la raison ou... Comme ça, je ne peux pas vous dire. C'est quelque chose que moi, je vais noter. Ce que je vous propose, c'est de le noter, d'aller voir, de faire le point avec mes collègues de la maintenance et qu'on vous apporte une réponse. Oui, je voudrais bien parce que moi, mes rugbyman, ils commencent à péter les durites, quoi. Voilà. Ouais, et c'est dangereux quand Rugbyman est énervé. Ah oui, c'est plus dangereux que les footeux, oui. Sous réserve, parce qu'effectivement, René Pontet m'en avait parlé. Il me semble que vous avez des projecteurs bien spécifiques. Il me semble. Mais ceci étant, on vous apportera une réponse. On vous apportera une réponse. Ouais, ok, je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que parmi vous, il y a des communes qui pourraient être intéressées pour aller plus loin? Il y a loin? une question dans la conversation de Monsieur Cherpin de Thizy-les-Bourgs. Ah. Merci, Marie-Laure. Je la cherche, je suis désolé, je ne vois pas. C'est dans la conversation. Ah, si, soit dans les QR, soit dans la conversation. qui demande une subvention pour un éclairage non homologué par les instances du football, car nous souhaitons simplement une solution d'éclairage. Alors pour le football, hein, moi, une solution d'éclairage suffisante à la réalisation d'entraînement d'enfants sur une pelouse à côté de notre stade synthétique. Et c'est donc Ludovic Cherpin que j'ai rencontré il y a quelques jours. Moi, c'est une discussion que j'avais eue avec M. Thierry Bourgognon de la Fédération française de football. Pour avoir normalement une homologation, pour avoir une subvention, il faut une homologation. C'est ce que j'ai. Mais ceci étant, les travaux auront les abattements du SILER. Ça, par contre, oui. Il n'y a pas besoin d'homologation. Il n'y a pas besoin d'homologation pour avoir les abattements du SILER. C'est une partie de la réponse. Par contre, pour avoir effectivement des aides des fédérations, il faut répondre à une homologation. Et pour compléter ce propos-là, il faut savoir qu'actuellement, au niveau du district du Rhône, moi, ce qu'ils m'ont dit sur 2025, ils réfléchissent même, peut-être, hein, tout ça, je vous le dis au conditionnel, ne prenez pas, c'est pas encore acté, de ne plus distribuer, parce qu'ils ont une enveloppe d'un peu plus de 100 000 euros, de tout distribuer sur toutes les demandes, parce que ça fait des toutes petites subventions. Ils arrivent même à des montants de subventions qui sont vraiment entre 1 000 et 5 000 euros, on va dire, à peu près. Hein. Et à réfléchir, peut-être dire, on va peut-être privilégier que certains stades. Voilà. Mais ça, c'est pas encore, c'est une discussion que j'ai eue avec lui il y a de ça 15 jours. Je ne sais pas si c'est suffisant, la réponse apportée pour M. Cherpin. Oui, il nous dit que c'est entendu. Il y a une autre question, je vous la lis. Où en est le dossier changement des projecteurs sur la commune de Besnay pour un stade en herbe et terrain d'entraînement? Alors, je ne pourrais pas vous dire comme ça ce que je vous propose, parce que je n'ai pas tous les stades en tête. Voilà, en plus, sur la commune de Besnay, c'est un terrain qui m'importe forcément, puisque je suis éducateur sportif dans l'équipe. Mais je ne suis même pas en mesure de vous le dire. Je ferai le point avec M. Lacroix, qui est votre chargé d'affaires, M. Pinet, et on vous apportera une réponse aussi. Moi, je ne sais pas s'il est en ligne, Yann, s'il regarde, s'il veut apporter une réponse tout de suite, mais je pense qu'il l'apporterait. Je ne l'ai pas vu en ligne. Il n'y a plus d'autres questions dans le chat et je ne vois pas de main levée non plus. Est-ce qu'il y a des communes qui pourraient être intéressées par un changement d'éclairage à LED suite à cette vision? Pas un mot commercial. C'est une main se lève. C'est en cours chez nous.
D'accord. Et Cyril Boyau souhaite intervenir. Oui, bonjour. Effectivement, nous, sur la commune de Saint-Pierre-la-Palue, on a un petit souci, justement, on a un de nos projecteurs qui apparemment déconnerait. Et du coup, voilà, on envisagerait potentiellement de passer tout à l'aide. Donc, ouais, je pense que c'était bienvenu ce petit webinaire. Ouais. Pour vous, ce sera aussi M. Lacroix qui fera un chiffrage d'aide à la décision. Voilà. Ouais. Je me rapprocherai de lui. Bon, je crois qu'on va conclure. Il est 13h11, le format 12-13h est terminé. Il n'y a pas d'autres questions. On va vous souhaiter une belle journée. Voilà, on vous remercie tous et surtout, donc, vous pourrez revoir ce webinaire, puisqu'il va être diffusé prochainement. En général, on le diffuse le lendemain ou plus tard. Voilà. Oui. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser vos correspondants habituels du CILER. On me demande des coordonnées de M. Lacroix. On vous donnera peut-être les coordonnées de tous les chargés d'affaires. Aussi, on les met dedans, si c'est possible. Marie-Laure, tu me dis? Oui, demain, vous recevrez le lien pour le replay et en même temps, je mettrai les liens des différents chargés d'affaires selon les secteurs. Parfait. Très bien. Parfait. Merci, Marie-Laure. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Eh bien, bon appétit et bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne Merci. semaine. Au revoir. Au revoir.